qui va vous présenter aujourd'hui les zones qui ne participent pas beaucoup à la mondialisation, qui sont un petit peu délaissées et peu concernées par ce phénomène. Je commence par les pays exportateurs de pétrole. Ce sont donc des États qui extraient puis exportent énormément d'hydrocarbures, du pétrole mais aussi du gaz. Et si j'exagère un petit peu, ils exportent quasiment rien d'autre. Et c'est un petit peu le problème, d'où leur classement dans les catégories moyennement intégrées. On a donc là en bleu les pays membres de l'OPEP, l'organisation des pays exportateurs de pétrole, notamment l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient. On peut rajouter aussi le Kazakhstan et la Russie, qui sont des États qui exportent beaucoup de pétrole et d'hydrocarbures. Alors, l'ennui de ces pays, c'est qu'ils sont en fait des économies de rente qui sont dépendants de la malédiction des matières premières. Alors, de quoi s'agit-il? C'est une situation en fait assez ambiguë, une situation à double tranchant, où lorsque le prix du baril de pétrole au niveau mondial est élevé, ils s'enrichissent énormément, mais lorsqu'on assiste à une chute des cours, un effondrement du prix du baril, et bien à ce moment-là, ce sont des pays qui s'appauvrissent ou qui finissent en crise. Exemple, l'Algérie vers 2014-2015. Donc une situation ambiguë pour ces pays exportateurs de pétrole. Ensuite, on a les PVD et États moyennement intégrés dans la mondialisation. Donc les PVD, c'est une notion qui date des années 80, plus beaucoup employée, mais en tout cas, moi je trouve qu'elle a encore son utilité. Donc pays en voie de développement. Alors mon schéma ici les présente. Souvent ils sont organisés de la manière suivante. En vert foncé, on a là donc la zone dynamique du pays, bien intégrée dans la mondialisation. C'est la zone qui entoure la capitale. Dans cette ville, on a généralement les activités tertiaires et l'essentiel de l'industrie du pays. Autour, on a des zones d'agriculture intensive qui vont exporter leurs produits agricoles. Bref, cette zone est quand même bien intégrée. Par contre, la zone en vert clair, l'intérieur du pays, est carrément plus délaissée. Souvent, c'est un espace où on pratique l'agriculture ou l'élevage extensif, une activité peu moderne, et c'est aussi généralement une zone où les moyens de transport sont plutôt médiocres. Du coup, toute cette partie-là du pays est plutôt délaissée. Alors les États de ce genre, pays en voie de développement ou pays moyennement intégrés, on les retrouve ici dans cette liste. La Côte d'Ivoire, le Sénégal, bref, vous en voyez toute une série sur plusieurs continents différents. Ensuite, on a les PMA et les États enclavés. Alors je commence par les États enclavés. Enclavement, ça signifie une zone qui est éloignée de la mer, qui n'a pas d'accès aux océans, ou sinon qui a accès qu'à des mers fermées, comme la mer Caspienne, en Asie centrale. Donc ces pays ne sont pas tous pauvres et mal intégrés. Cependant, tous ceux, voyez, là où j'ai mis des cercles roses, donc la Bolivie en Amérique du Sud, le Sahel en Afrique, l'Afghanistan, la Mongolie et le Laos, puis j'aurais pu rajouter à côté le Népal en Asie, sont donc des nations mal intégrées dans la globalisation. Les PMA, de quoi s'agit-il? Ce sont les pays les moins avancés, des pays qui sont en sous-développement généralement. Donc il s'agit d'une partie de l'Afrique, de certains pays d'Asie du Sud notamment. Ce sont des pays très pauvres, et d'ailleurs cette misère est à la fois une cause et une conséquence du fait qu'ils ne participent pas à la globalisation. Sinon, quelles sont les autres raisons qui font que ce soit des périphéries délaissées? Déjà, ils ont généralement de mauvaises lignes de transport, donc pour exporter, c'est pas pratique. Leurs activités économiques sont peu modernes, peu développées, ce qui fait qu'ils ont des produits de moins bonne qualité ou des produits peu compétitifs pour affronter la concurrence mondiale. Ce sont aussi des États souvent instables, voire en guerre, qui n'arrivent pas à attirer les IDE, les investissements directs à l'étranger, ou qui n'arrivent pas à faire venir chez eux les multinationales occidentales.
Il y a aussi d'autres raisons qui expliquent leur sous-développement et leur mauvaise intégration à la mondialisation, mais je ne vais pas toutes les lister ici. Après, on a les États fermés à la mondialisation pour des raisons politiques. C'est le cas de la Corée du Nord. Donc là, je vous ai trouvé un reportage. Bon, je vais l'ouvrir dans la deuxième fenêtre. Ce sera plus pratique. Voilà. Une bande de 4 km de large sur 240 km de long. Elle sépare les deux Corées depuis plus de 60 ans. Reportage exclusif aux côtés des soldats de Kim Jong-un, signé Michel Scott et Gilles Parot. C'est une route déserte qu'on emprunte en sortant de Pyongyang. En droite ligne, à 180 km au sud, se trouve la zone historique de confrontation avec l'ennemi américain. Le long du chemin se dévoile une Corée du Nord faite de champs de coton et de rizières, de paysans qui travaillent presque sans outils, de quelques villages austères où les slogans à la gloire de la patrie s'affichent en grands caractères. Nous arrivons sur le 38e parallèle. C'est à cet endroit que la guerre de Corée s'est figée il y a 64 ans. L'escorte militaire est obligatoire pour nous rendre sur ce qui est encore à ce jour non pas une frontière entre Corée du Nord et Corée du Sud, mais une véritable ligne de front. Les deux pays sont séparés par une zone dépourvue d'armes lourdes, la DMZ, de 4 km de large au total. Voilà, on va nous expliquer un petit peu la configuration de la DMZ, ici, vue du côté du nord, évidemment. Voici l'endroit où nous sommes, Panmunjom, et voici la ligne de séparation, la DMZ. Elle fait 257 km de long. Nous n'avons que des armes légères ici, mais les Américains, eux, ne respectent pas les accords. Ils ont surmilitarisé la zone. De part et d'autre de cette ligne où l'on s'observe en permanence, aucun char, aucune pièce d'artillerie. Voilà. Donc, vous avez là une zone fermée, un pays qui volontairement s'est fermé à la mondialisation. Ensuite, on a des grandes superficies, donc peu intégrées à la mondialisation, des pays que j'ai listés, mais aussi des petits territoires ou des régions. C'est le cas en Chine, où en tout cas jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à 2018, on a l'habitude de séparer donc le pays en trois. On a l'habitude de dire qu'il y a trois Chines. Donc une Chine du littoral, on a de véritables frontières intérieures. Une Chine donc justement de l'intérieur. Plutôt une Chine qui est en train de renouveler son industrie, qui est en train de se diversifier, et à l'ouest, en jaune, une Chine vide. Et là, on a une situation vraiment d'inégalité très forte. On a un pays qui n'a pas du tout le même visage selon où on se trouve. On a des régions quasiment sauvages à l'ouest. Si j'exagère un peu, je dirais presque aussi sauvages que l'Afrique dans certains cas. Notamment au Xinjiang, alors que à l'est, du côté par exemple de Shanghai, on a des villes modernes, un peu comme si on se trouvait au Japon. Donc dans un pays, on voit des différences importantes, comme je l'avais déjà évoqué tout à l'heure avec les PVD. Ensuite, dans une même ville, ici par exemple dans la ville de Bombay, qu'on appelle aussi Mumbai, on a des quartiers très insérés dans la globalisation, et on a des bidonvilles qui eux sont là aussi des zones délaissées, des zones mal intégrées. Alors dans ces bidonvilles, vous pouvez avoir des petites activités artisanales qui sont exportatrices. Vous pouvez avoir aussi toute une série de trafics illégaux, mais globalement, ces zones font pas partie de la mondialisation ou sont à l'écart. Pour terminer, je vous ai laissé un croquis que j'ai réalisé qui regroupe à la fois les zones bien insérées dans